Alors bonsoir à tous, on est heureux d'accueillir ce débat autour de ce film qui a suscité beaucoup de réactions dans la salle. C'est un film qui suscite à mon avis beaucoup de réflexions, qui ouvre beaucoup de questions, qui permet de discuter d'énormément de choses. Alors on a organisé ce débat avec Révolution Permanente dans l'idée d'interroger, je pense que au niveau du panel des invités, vous pouvez voir qu'on a souhaité orienter en tout cas le débat sur la question justement de l'articulation entre ces violences policières à l'encontre du mouvement social, à l'encontre des Gilets jaunes qu'on voit dans ce film de manière très brutale, qui sont révélées à l'écran avec ces images vraiment choquantes, souvent de téléphones portables amateurs, etc. Et on voulait interroger le lien entre ces violences-là et les violences qui existent depuis toujours en fait dans les quartiers populaires, qui sont cette violence d'État en fait structurelle et systémique qui s'exerce dans les quartiers populaires et dont on a là plusieurs collectifs en fait qui représentent cette lutte contre les violences policières, que ce soit avec le collectif Vivolé, Fatou Dieng qui est là, le collectif Justice pour Ibo avec Diané, le frère d'Ibrahim Abba, et Almami Kanouté du comité Adama qui incarne depuis plusieurs années cette mobilisation contre les violences policières et le racisme. Et donc, c'est y compris une question qui est abordée dans le film à travers la question de Mantes-la-Jolie, etc. Et puis, on a Vanessa et Mélanie. D'ailleurs, Mélanie, tu es celle qui aborde cette question avec le plus de profondeur en plus dans le film. Et moi, vraiment, ça m'a beaucoup marqué en fait. Ton témoignage, il est vraiment très très puissant. Mélanie, elle vient d'Amiens Nord spécialement pour la projection de ce soir. Donc vraiment, merci d'être là. Donc, voilà, Vanessa et Mélanie qui ont lancé le collectif Les Mutilés pour l'exemple. Et j'aimerais vous interroger déjà en premier lieu sur comment vous, en tant que Gilets jaunes, parce qu'à mon avis, ce qu'on voit un peu dans la séquence actuelle avec la rentrée, etc., c'est qu'on a vraiment la rhétorique sécuritaire qui revient en boucle sur les plateaux télé, avec l'extrême droite qui est invitée H24 sur les plateaux. Vraiment, ils nous refont l'agenda sécuritaire, islamophobe, tout ce qu'on veut, en boucle, etc. Et à mon avis, à notre avis, en tout cas, ce qu'on peut analyser au niveau de Révolution Permanente, c'est que c'est aussi une réponse aux mobilisations qui ont eu lieu ces derniers mois. Et en fait, les dernières mobilisations massives qu'il y a pu avoir en France, c'était sur la question du racisme et des violences policières dans les quartiers, avec plus de 100 000 personnes qui se sont mobilisées à l'appel du comité Adama devant le TGI à Clichy en juin, etc. Et donc, à mon avis, la réponse qu'on a aujourd'hui du gouvernement qui vise à invisibiliser ces violences, c'est justement une réponse pour faire oublier un peu toute cette... toutes ces mobilisations qu'on a vu naître, qu'on a vu aussi, pas naître, mais de manière, aux États-Unis, autour de la mort de George Floyd, massive, etc., et qu'en France, qui ont connu une nouvelle actualité qui, à mon avis, c'est aussi le mouvement des Gilets jaunes qui a été un révélateur au plus grand nombre de ce qui se passait aussi dans les quartiers populaires. Donc, à mon avis, c'est intéressant d'interroger cette imbrication entre les deux, entre violence contre les manifestants, contre les Gilets jaunes, et cette violence qui s'exerce depuis toujours dans les quartiers. Et je ne sais pas si déjà Vanessa et Mélanie, vous voulez nous donner un peu votre point de vue là-dessus, vu que vous êtes dans le film. Bonjour, moi j'ai grandi dans le 94, donc en banlieue, donc les violences policières c'est un classique pour nous. Bien avant d'être des Gilets jaunes ou de voir les violences policières dans les Gilets jaunes, ce que les gens oublient c'est qu'il y en a eu beaucoup avant. Il suffisait de faire partie d'une équipe de foot, d'être fan d'une équipe de foot, et hop, on se fait tirer dessus. Il suffit d'habiter en banlieue, et hop, on se fait tirer dessus. Ou d'être dans une ZAD, hop, on se fait tirer dessus. Là, c'est un peu plus flagrant parce que c'est les Gilets jaunes et qu'il y a eu beaucoup de visibilité, beaucoup de vidéos. Mais ça fait des années en fait que ça existe, mais à chaque fois, l'État nous a mis dans des catégories, dans des cases. On se fait tirer dessus parce qu'on est de banlieue, c'est parce qu'on vend du shit. On se fait tirer dessus parce qu'on est fan de foot, c'est parce qu'on est un peu énervé. On se fait tirer dessus parce qu'on vient d'une ZAD, c'est parce qu'on est un peu foufou. Mais en fait, il n'y a jamais vraiment de raison de se faire tirer dessus ou de se faire tuer. C'est eux qui le décident. Et malheureusement, ça fait des années. Par exemple, là, on est 27 éborgnés chez les Gilets jaunes, mais en totalité, on est 65 éborgnés en 20 ans. Et ça intéressait personne parce que les 35 éborgnés avant, c'était en banlieue en fait. Donc on était encore catégorisés comme des gens dangereux, comme des choses comme ça. Quand il y a des émeutes en cité, à chaque fois on dit « Ah, c'est des violents, regardez », mais en fait, s'il y a une émeute, c'est parce qu'il y a eu une bavure policière souvent avant. Donc ça tombe pas comme ça du ciel. Mais voilà, quand on est un fan de foot, c'est parce qu'on est un peu énervé, on est anarchiste, alors on n'aime pas la police, mais ça ne justifie pas qu'on se fasse tirer dessus non plus. Et quand on aime la nature et qu'on peut être un zadiste, on risque de se faire tirer dessus ou de mourir comme une fraisse.
Parce que voilà, on a des idées différentes de l'État, des idées différentes de ce qu'ils voudraient. Et donc du coup, ça peut coûter cher, la mort ou des mutilations. Et donc c'est vraiment dommage. C'est ce que je reproche peut-être un peu au film, c'est de montrer que les violences policières au niveau des gilets jaunes, parce qu'en fait, il y en a depuis des années. Et même quand on voit à Mantes-la-Jolie, c'était une manifestation en fait. Donc du coup, c'est vraiment une restreinte sur les manifestations. Mais il ne faut pas oublier tous ces blessés, tous ces morts qu'il y a eu avant, parce qu'eux n'ont pas eu de justice, n'ont pas eu de visibilité, et ils existent. Donc moi, personnellement, j'ai une grande pensée pour eux, parce que beaucoup n'ont pas eu de justice. Je crois que c'est impossible de passer derrière Vanessa, en fait. Moi aussi, je viens d'un quartier populaire. Donc, la rhétorique, les gilets jaunes ne sont pas de quartier populaire. Désolé, hein, vous en avez 2 devant vous et les 2 sont de quartier populaire. C'est comme ça, c'est une réalité. Alors oui, la différence qu'on peut voir hein, entre les violences populaires, les violences policières en quartier populaire et les violences en manifestation gilets jaunes, pardon, ça a essentiellement touché des blancs. Et ouais. Et donc là, le plus grand nombre d'entre nous, d'entre eux, se sont sentis quelque part, c'est leur image. Moi aussi, je peux perdre un œil parce que je vais en manifestation. Et quelque part, eh ben, c'est dommage. Hein. On n'aurait jamais dû avoir autant d'éborgnés, autant de blessés dans nos manifs. Mais quelque part, si ça peut ouvrir les yeux aux gens, tant mieux. Tant mieux, au moins on aura servi à quelque chose. Et de notre expérience, eh ben, on aura ouvert les yeux au plus grand nombre. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. On ne peut pas faire un clivage entre les blessés de quartier populaire, les morts en quartier populaire, parce que chez nous, les gilets jaunes, alors on a eu certes Zineb Redouane qui est décédée, on a eu aussi des personnes décédées sur les ronds-points, mais en manifestation, à proprement parler, on n'a pas eu. Tandis qu'en quartier populaire, c'est 12 personnes qui meurent chaque année. On n'entend pas parler. Ils n'existent pas. La justice ne donne jamais raison à un jeune de quartier populaire parce que, du fait de ses origines, du fait de sa religion, ou de sa couleur, ou de je ne sais quoi, on n'est pas considéré. En quartier populaire, c'est surtout les hommes qui subissent. C'est aussi la différence qu'il y a avec les manifestations gilets jaunes. C'est qu'aujourd'hui, en manifestation, les femmes elles prennent tout autant que les hommes. Mais, quand même, on nous explique, quoi, moi en tout cas mon agresseur explique qu'il a cru que j'étais un homme. Voilà. Donc, quelque part, ça justifie, vous les hommes, vous êtes des cibles. Vous les hommes noirs, vous êtes des super cibles. Vous les hommes noirs, les hommes maghrébins, vous êtes des super cibles. Et c'est comme ça, on se promène avec des cibles. Aujourd'hui, ce film, il va nous aider à la faire tomber, cette putain de cible. Et merci de parler de ce film, merci de pousser les gens qui ne seraient pas convaincus de tout ça, de venir de voir ce film, ou ne serait-ce que de parler de ces violences. C'est important, c'est important. Moi, je crois à l'éducation populaire, le peuple instruit le peuple. C'est une valeur que j'aime. Et c'est une valeur que j'aimerais transmettre. Donc, parler de cette violence policière, parler de cette violence systémique à 10 personnes qui ne sont pas convaincues, et peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Merci à vous. Bonsoir, moi je m'appelle Djeneba. Mon petit frère Ibrahim Abba a été tué le 6 octobre 2019 à Villers-le-Bel. Les nombreux témoins disent que c'est les policiers qui ont tamponné mon frère avec leur fourgonnette, ils ont tamponné mon frère qui circulait à moto. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que je me trouve aujourd'hui en face de vous. Mais en fait, par rapport à ce que Mélanie et Vanessa ont dit, en fait, tout est dit, en fait. Si je peux me permettre, en fait, on parle de violences policières, notamment en ce qui concerne les Gilets jaunes. Donc Vanessa et Mélanie ont argumenté sur le fait qu'il y a une différence entre le fait de subir ces violences quand on est sur une manifestation et quand on est sur la vie de tous les jours, en fait. Nous, c'est quand on est sur la vie de tous les jours. Les Gilets jaunes, ils enlèvent leurs Gilets jaunes, ils ne sont pas exposés. Moi, je ne peux pas enlever ma couleur de peau.
Donc ensuite, tout le monde connaît Manu. Tout le monde connaît Rémi. Qui connaît Ibrahim Abba? Qui connaît le nom de mon petit frère alors qu'il est mort? Il y a 2 personnes qui ont levé la main. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris là où je voulais en venir? En dehors de ça, les gilets jaunes, les médias, ils les criminalisent pas. Comme c'est le cas systématiquement quand des jeunes se font tuer par les policiers dans ces quartiers populaires. Pourquoi les criminaliser alors que dans un pays où la peine de mort elle est abolie? Dans un pays où il y avait la peine de mort, on pourrait dire oui, bah voilà, ils ont commis des méfaits et le code pénal dit que bah il y a la peine de mort, du coup ils ont. Et même avant ça, ils doivent passer au tribunal. Donc ici, on ne passe pas au tribunal et on subit une sentence qui n'est même pas dans le code pénal. Donc il y a plusieurs violences dans la violence policière. Donc il y a la violence policière, il y a la violence médiatique avec la criminalisation, il y a la violence de la justice, puisqu'en fait, vous n'avez jamais justice. Vous n'avez jamais justice parce que vous payez un avocat, vous constituez partie civile. Dans l'affaire de mon frère, les faits ils ont été filmés par 3 caméras. Et on nous refuse l'accès à ces caméras publiquement. Tout le monde sait qu'en tant que partie civile, la loi oblige la justice à fournir les pièces maîtresses à la partie civile. Et bien, ouvertement, aujourd'hui en France, on nous refuse ceci. Qui est consterné dans les médias? Aujourd'hui, je vois les médias, les gens, ils s'indignent pour des chevaux qui subissent des violences. C'est pas normal. Mais pour moi, comment je vais le ressentir quand mon frère il s'est fait tuer publiquement? Ça c'est filmé et on ne me donne pas les vidéos. Comment est-ce que je peux comprendre l'humanité, comprendre la société quand elle s'indigne pour les animaux? Ou des koalas en Australie, où il y a quelques années encore un Marseillais qui a pris 6 mois parce qu'il a fait du mal à un chat. On l'a retrouvé, on l'a sanctionné et ces policiers courent toujours. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait il y a différentes violences policières. Donc en effet, comme l'a dit encore une fois Vanessa et Mélanie, c'est dommage que ce film ne traite que des gilets jaunes et des personnes qui sont en manifestation, notamment même à Mantes-la-Jolie, c'est un quartier difficile, mais c'était en manifestation. Alors que ces jeunes-là, justement, qui ont subi pendant cette manifestation, il faut savoir qu'ils subissent quotidiennement. Donc juste, je ne sais même pas, peut-être qu'il y a des gens ici qui ne sont jamais fait contrôler de leur vie. Alors que ces jeunes-là, en fait, des fois dans la semaine, ils font un concours de ceux-là qui se fait le plus contrôler ou qui se fait le moins contrôler. Et chaque contrôle, c'est une agression, un tutoiement. Le fait qu'on vous touche, les parties intimes, le fait qu'on vous touche, ce sont des choses que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le savoir. Donc je peux comprendre en fait cette distance qu'il peut y avoir à certaines personnes qui ne l'ont pas vécu. J'ai beau vous chercher les plus grands mots ou les plus beaux mots pour vous expliquer ceci. C'est en fait pour nous, en fait, c'est tellement qu'on l'a vécu, tellement qu'on le vit, c'est pratiquement une banalité. Tout ce que je vois dans les gilets jaunes, c'est pas normal. Mais pour nous, c'est une banalité. C'est une banalité. Tous les jours, on le voit en bas de chez nous. Mais les gens ne portent même pas plainte. Tu vas aller porter plainte et personne ne va prendre ta plainte déjà d'une. Personne ne va prendre ta plainte alors que c'est un droit légal de porter plainte. Voilà, donc comme j'ai dit, Mélanie et Vanessa. Oui, voilà. Donc, je passe le micro à Faton. Donc, par contre, je voulais vous dire aussi, dans la quête de la justice et de la vérité dans l'affaire de mon frère Ibrahim Abba tué le 6 octobre 2019 à Villers-le-Bel, demain nous faisons une marche à Sarcelles. Ça commence à 13h30, il y a des affiches, il y a des informations sur les différents réseaux, les Justice pour Ibo, Insta, Facebook, Twitter et autres, avec les différents renseignements. Donc demain c'est à Sarcelles, 13h30, nous faisons une marche avec de nombreuses familles victimes de violences policières. Donc cette marche, elle n'est pas pour mon frère, elle n'est pas uniquement pour mon frère parce que mon frère, il ne reviendra pas. Elle est pour toutes les autres familles qui sont parties aussi, et c'est aussi pour nous tous, parce que la prochaine victime ou les prochaines victimes sont parmi nous. Mon petit frère, il avait 22 ans, il faisait les marches. Il faisait les marches contre les violences policières. Il en est mort. Il avait 22 ans. Moi, j'ai attendu qu'il meure pour le faire. Peut-être que si je l'avais fait aussitôt que lui, ou si nous-mêmes, si nous l'avions fait à son âge, eh ben peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Samedi, demain, il y a une marche à Sarcelles à 13h30. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Fatou Dieng. Mon frère Lamine Dieng a été assassiné par des policiers dans le 20e arrondissement le 17 juin 2007. Il avait 25 ans.
Il a été plaqué au sol, donc là, il a subi le plaquage ventral, plaqué au sol, sur le ventre, avec 4 à 5 policiers sur lui, donc un policier de chaque côté au niveau de l'épaule, un autre qui a replié ses jambes sur le fessier, un autre qui les maintenu au niveau enfin, c'est l'appareil respiratoire tout simplement, quoi. Et il avait au total 300 kilos sur lui. Donc il a rendu son souffle comme ça, donc on s'est battu pendant 13 ans, et enfin, en juin 2020, la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, a reconnu que Lamine effectivement avait été tué. Donc il y a 2 articles qui ont été retenus, à savoir l'article 2 qui reconnaît qu'il avait effectivement droit à la vie, et l'article 3 qui dit qu'il a subi un traitement inhumain et dégradant. Donc suite à ça, il faut savoir que au niveau de la Cour européenne, les policiers en question ne sont jamais condamnés. Donc c'est plutôt la France, donc le pays où l'acte a été commis, qui est condamné. Et c'est ce qui est vraiment malheureux, parce que par rapport à Lamine, on peut dire qu'effectivement, on lui a rendu justice, parce qu'au moins, ça a été prouvé qu'il n'est pas mort seul, parce qu'avant d'aller en Cour européenne, il y a eu un non-lieu, comme pour toutes les affaires. Et pour nous, la justice n'a pas été rendue, parce que tant qu'il y a l'impunité policière, tant qu'il y a les violences policières, il n'y a pas de justice, quoi. Voilà. Et je voulais juste dire une chose par rapport à Vanessa qui avait parlé de bavure. On a toujours tendance à parler de bavure policière. Ce ne sont pas des bavures, ce sont des violences et des crimes. Parce que de rester sur une personne plaquée au sol, maintenue par plusieurs policiers, entravée, avec les membres entravés, durant 30 minutes, ça c'est une mise à mort, c'est un assassinat, ce n'est pas une bavure policière. Et aussi à savoir qu'au niveau de ces violences, effectivement, aujourd'hui la France commence à découvrir sa police par rapport aux Gilets jaunes au niveau en novembre 2018. Mais il faut savoir que, comme les camarades l'ont dit, les violences policières existent dans les quartiers depuis des années, depuis plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est devenu une banalité parce que ce sont les habitants du quartier qui sont touchés. Au niveau du racisme, c'est pareil aussi. Mais maintenant, il y a quand même... disons qu'il y a eu un pas en avant du fait que maintenant, tout ce qui concerne les questions des violences policières, c'est un sujet qui est maintenant débattu publiquement et qui est aussi débattu au niveau politique. Donc on peut dire que qu'il y a quand même un avancement, mais ce n'est pas encore, c'est pas encore fini. Donc il y a encore du chemin à faire, il y a encore une lutte à mener, parce que, mis à part le fait de subir les violences policières, mis à part la violence judiciaire, il y a également la violence psychologique. Parce que lorsque justement, que ce soit les mutilés, que ce soit les blessés ou que ce soit les familles de victimes, on n'est pas reconnu comme victime, on n'a pas ce statut de victime. Donc du coup, on n'est pas dirigé systématiquement vers une cellule ou un suivi psychologique. Donc c'est à nous, familles ou blessés ou mutilés, de faire de sorte de pouvoir justement accéder à ces suivis psychologiques. Parce que lorsque un policier tue quelqu'un ou blesse quelqu'un, c'est toute une famille qui est anéantie à jamais. Parce que il faut pouvoir se lever le matin, ce qui n'est pas facile, de continuer à aller au travail, de continuer à mener sa vie professionnelle, de continuer à mener sa vie personnelle avec tout ça. Moi, il y a des jours, effectivement, les matins, j'ai du mal à me réveiller pour aller au travail. Mais comment est-ce que je peux aller dire à mon patron, à mon employeur, que j'ai du mal à aller bosser parce que j'ai mon frère qui a été tué par des policiers il y a 13 ans? C'est difficile à dire. C'est simplement que on ne veut pas non plus étaler notre vie privée professionnellement, sur le lieu de travail, tout simplement. Voilà, donc il faut penser à tout ça et qu'aujourd'hui, les violences policières ne concernent plus les quartiers. Maintenant, même juste le fait d'aller dans la rue, de manifester pour nos droits, on peut se faire mutiler ou éborgner. Ou tuer, parce que nos frères ont été tués. Merci beaucoup, Fatou. Almami et Anas, je pense qu'il y a une question qui serait intéressante d'aborder, maintenant qu'on a un petit peu balayé la question
ces violences policières, comment elles s'exercent à la fois dans les quartiers contre les manifestations, mais c'est comment en fait on y fait face, parce qu'en fait il y a une chose un peu inédite qui a été une convergence en tout cas qui a commencé à être mise en place au moment des Gilets jaunes, qui a été d'essayer d'unifier autour du comité Adama, des cheminots avec Anas, etc., qui a été cette volonté d'unifier en fait la lutte entre les Gilets jaunes, les quartiers populaires, même si ça ne s'est pas fait encore à une grande échelle. Il y a eu des tentatives en ce sens, et c'est quand même inédit d'avoir réussi à ramener par exemple à Beaumont-sur-Oise des Gilets jaunes le jour de la marche commémorative pour exiger justice pour Adama. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler un petit peu de cette question-là, de l'articulation et de comment se mobiliser aujourd'hui contre ces violences d'État? Bonsoir à tous. Je vais revenir sur les faits, parce qu'il faut savoir qu'avant la mort d'Adama, il y avait déjà des collectifs et des citoyens très engagés sur la question des violences policières. Et ce travail-là, avant même les Gilets jaunes, l'intention et la volonté d'élargir plus ou moins la question des violences policières était déjà, j'ai envie de dire, en cours d'ébullition, en quelque sorte. Après, bon, effectivement, avec les Gilets jaunes et puis les nouvelles affaires de violences policières ont accéléré les choses. Et ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, voilà, moi, comme tout bon banlieusard attentif de la politique du pays, j'en avais un petit peu marre d'entendre dire que les Gilets jaunes ne concernaient que les Blancs, des milieux ruraux, que ce n'était pas le problème des banlieusards. Et je pense que c'était un petit peu voulu d'orienter ce discours. Et manque de peau pour certains, on ne se fiait pas au discours véhiculé à travers certains médias ou à certains canaux de diffusion. On a tout simplement décidé d'aller là où il y avait de la contestation. Quand on parle de mouvement social, je me sens inclus, je me sens... Voilà, ça me parle. Je ne vais pas chercher à savoir... Je constate que des gens ne sont pas contents. Bon, certes, je n'ai pas mis le gilet, mais je pourrais même dire que je suis né avec le gilet, par exemple. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà d'aller chercher mes propres réponses. Et effectivement, le constat est que vous tombez sur des individus organisés qui ont l'habitude de faire du boucan quand ils décident de mettre en place leurs mouvements sociaux. Là, je vais parler des cheminots. Moi, j'ai toujours kiffé quand les cheminots descendaient dans la rue et foutaient le bordel, quoi. Moi, c'est un bordel organisé que j'ai toujours validé, j'ai toujours kiffé. Et je me suis toujours dit, puisque ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je suis très engagé sur les questions d'injustice et d'inégalité, je me suis toujours dit que quand on réussira à avoir le niveau d'organisation de certains syndicats et certains travailleurs dans nos quartiers, ça deviendra très intéressant. Pourquoi? Parce que pour le moment, on a pu observer les colères issues des quartiers populaires, des colères légitimes, mais éparpillées. C'est-à-dire ce sont des colères qui, sous le coup de l'émotion, on défend tout ce qu'il y a sur notre passage. Alors qu'en réalité, on sait qui est notre ennemi, on sait qui nous fait subir ces injustices. Donc quand il y a eu les Gilets jaunes, nous, on a été à contre-courant de ceux qui disaient « ouais, ça sert à rien avec des fachos, ceci, cela ». Je dis « ah ouais, avec des fachos ». Bizarrement, je suis tombé, effectivement, il y avait beaucoup de blancs, mais dans ces blancs, comme Vanessa l'a précisé tout à l'heure, il y avait de nombreux banlieusards. Et banlieusards ne se limite pas à la couleur de peau. Et du coup, on tombe sur les Anas et d'autres. Voilà, nous on représente telle section, ok. Vu que nous maîtrisons plus ou moins les mêmes codes, forcément, il y a une proximité. On a affaire à des banlieusards cheminots.
Forcément, la proximité elle se fait naturellement. Donc du coup, on a commencé à garder le contact et puis à se tenir informé. Dès qu'il y avait mouvement, dès qu'il y avait des actions coup de poing, on répondait présent. Mais voilà, dans la démarche et dans la continuité de se dire qu'il faut absolument fédérer les différents mouvements, les différents groupes, je sais que ce n'est pas une paire de manches facile, mais on se doit de le faire. J'ai envie de dire même c'est une obligation. Et je le dis régulièrement aux jeunes que je peux accompagner, puisque je suis anciennement éducateur spécialisé. Souvent, ce que je dis aux jeunes que j'encadre et que j'accompagne, qui me posent souvent des questions, puisque quand on voit sur certains plateaux TV, ainsi de suite, ça suscite des interrogations. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je vais tout simplement vous expliquer, les gars. N'attendez pas que ça vous arrive. N'attendons pas que ça nous arrive. Et moi, tout mon objectif, il est là, en fait. C'est-à-dire que je n'attendrai plus, ou je ferai en sorte de ne plus attendre de recevoir le coup sur la tête. Je vais anticiper. Je vais apprendre à me défendre. Je vais apprendre à maîtriser mes droits. Et bien sûr, je vais apprendre à faire l'effort de dépasser, en quelque sorte, les frontières que la société nous impose. Parce qu'effectivement, on fait face à des hommes et des femmes irresponsables. Là, je parle des cols blancs. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas nous voir ensemble, en réalité. Ils ne veulent pas. Mais manque de peau pour eux, on n'est pas bête. Et ces frontières-là, on est en train de les effacer, petit à petit. Et ce qui provoque justement ce qui s'est passé au mois de juin. Voilà, il y a eu un appel du comité Adama, additionné avec ce qui se passait aux États-Unis, et additionné aussi avec l'après-confinement. Les gens ont pu se rendre compte que, en réalité, à partir du moment où on conteste les injustices, les inégalités, on devient potentiellement des ennemis. Donc si nous sommes, à nous tous, les ennemis de ce gouvernement, on a plutôt intérêt à créer un seul et même bloc et créer ce rapport de force ensemble, le maintenir le plus longtemps possible, puisque après nous, il y en a d'autres, et surtout la jeunesse qui arrive, j'espère qu'elle sera vachement plus déterminée, plus endurante, même j'ai envie de dire plus coriace. J'espère que les portes de l'Élysée finiront par vraiment tomber. Ça ne sera pas juste une fiction ou un rêve, peut-être un cauchemar pour eux en face. Mais l'objectif final, c'est de se saisir de notre avenir, en fait, j'ai envie de dire. Parce qu'à un moment donné, ils sont bien gentils de nous parler de démocratie, mais on sait tous qu'à un moment donné, on a compris comment se déroulaient les choses. Donc voilà plus ou moins. Et moi je me réjouis aujourd'hui que il y ait des tables rondes, qu'il y ait des réseaux qui s'élargissent. Après effectivement, elles ont précisé, donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. Ce qui est dommage, c'est que le film reste fixé sur l'univers des Gilets jaunes, alors que je pense qu'il aurait pu y inclure justement la partie des quartiers populaires, et que les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires n'ont pas besoin de manifester pour en manger plein la gueule. Donc voilà mon point de vue sur le film. Après, effectivement, ce genre de film doit exister. Ce genre de film, on espère qu'il y en aura d'autres. Mais on espère aussi que les prochaines productions, les prochaines réalisations feront l'effort d'inclure les différentes formes de violences policières. Et je le répète encore, on a tout intérêt à faire front commun. Après, je sais, on ne sera pas d'accord sur tout, ça c'est dans les dessins animés. Mais voilà, faisons cet effort. Bonsoir à tous.
et à toutes. Non, mais déjà plusieurs choses. Moi c'est la première fois que je voyais ce film. On se rappelle déjà à quel point en fait les gilets jaunes c'était chaud quand même. C'était pas n'importe quoi et que c'était en réalité c'était un plaisir d'avoir vécu ces moments pour ceux qui ont pu les vivre et qui ont pu sentir la chaleur de ce qu'a été le mouvement des gilets jaunes. Moi je le dis très sincèrement, je pense qu'il reste encore des gilets jaunes aujourd'hui, mais pour moi le mouvement des gilets jaunes ça fait très longtemps, parce que le mouvement des gilets jaunes ça n'a jamais été un mouvement de manifestation d'un point A à un point B. Ce qui fait que les gilets jaunes se sont retrouvés sur les Champs-Élysées, ce qui fait qu'ils se sont affrontés aux forces de l'ordre notamment, c'est parce qu'ils avaient un seul but, c'était ce qui les unifiait toutes et tous, peu importe leur sensibilité politique, peu importe la catégorie sociale qu'ils représentaient, c'était l'unification contre Macron. C'était Macron démission et on vient te chercher chez toi, et notamment le chemin le plus court, c'était de passer par les Champs-Élysées pour aller à l'Élysée. Si vous vous rappelez bien, même le 17 novembre, à 18h, ils arrivent quasiment bien en bas en fait, de la Concorde, et c'est à ce moment-là en fait, que le gouvernement il s'est rendu compte que c'était pas en fait le carnaval des ronds-points, mais qu'en réalité c'était des gens qui commençaient à montrer une certaine détermination. Après, je pense que, comme disait Almami, le film il existe, et on doit se satisfaire nous aussi du fait que les gens aillent le voir, que ça soit un film qui soit plébiscité, parce que ça permet de remontrer aussi ces images-là. Moi personnellement, il y a plusieurs fois où je baissais la tête parce que c'est violent, et en même temps il y a un truc au fond de ma tête où je me dis, t'imagines quand même ce qu'ils font dans les cages d'escalier, si ce qu'ils font, ils sont capables d'insulter impunément des journalistes, de gazer, de matraquer les gens, alors qu'il y a des dizaines de milliers de smartphones qui sont braqués sur eux à tout moment. Imagine ce qu'ils doivent faire à 3h du matin dans une cage d'escalier, ou qu'est-ce qu'ils doivent faire à des petits jeunes qui sortent du RER en sortant du boulot ou en sortant de la fac ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une réalité qui malheureusement n'est pas visible, et je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais je pense qu'on est tous d'accord aussi bien dans cette tribune que dans la salle, que les quartiers populaires ont toujours été un laboratoire, et il faut savoir que les VBRG, là, les fameux tanks qu'on a vus sur les Champs-Élysées, la première fois qu'ils sont sortis dans le territoire français, c'était en 2005, pendant les révoltes des banlieues. Donc, et le flashball, il a été expérimenté en premier lieu dans les banlieues. C'est les banlieusards qui servent d'expérience, et on voit à quel point, je vais dire, j'ai pas envie de choquer, parce que je suis attristé de voir que des mutilés ont perdu, des personnes ont été mutilées, ont perdu des mains et autres. Mais vraiment, pas pour mettre en opposition, mais pour moi la scène de Mantes-la-Jolie est d'une violence sans nom. Parce qu'en même temps, tu as aussi cette musique au fond de ta tête qui tu te dis, jamais de la vie ils auraient mis des lycéens du lycée Henri IV à genoux par terre pendant 3h30 à les regarder comme ça, quoi. Tu le sais, et du coup t'as même limite même pas envie de le savoir, en fait. T'as envie d'être encore parfois un enfant ou être innocent et dire mais non, c'est pas possible quand même. On fait pas ça simplement parce que c'est des jeunes noirs et des jeunes arabes du 78 à Mantes-la-Jolie, et que peut-être ils se sont mal comportés. Non, la réalité c'est que tu la vois. Maintenant, je pense que le film, il prend la partie des violences policières, mais moi je me rappelle au tout début, le mouvement des Gilets jaunes, ils étaient pro-police. Ils étaient pro-police en réalité, pas tous, parce qu'il y avait des gens très, très à gauche déjà, mais si vous vous souvenez bien, il y avait les histoires de faire des manifestations de PV, de ne pas mettre des PV, on entendait la police avec nous, dès que les mecs ils enlevaient leur casque, les gars c'était comme s'il y avait la Coupe du Monde, waouh, il a enlevé son casque, viens avec nous, et on te fait un câlin, etc. Et la réalité c'est que la lutte de classe a repris son chemin, et je trouve que c'est un peu une des limites. C'est-à-dire qu'on pointe des choses du doigt, on pointe des responsabilités, mais on ne pointe pas le fond de l'affaire. Et toute cette affaire des Gilets jaunes et toute cette violence policière et tous ces mutilés, en réalité, ils représentent quelque chose. Quand ils parlent de l'ordre,
À un moment donné, Ludivine Bantini, elle dit quel ordre, et on n'entend pas, et elle dit pas. La réalité, c'est que l'ordre qu'ils défendent, c'est un ordre bourgeois. C'est un ordre bourgeois, tout simplement. Ni plus ni moins. Moi, il y a une citation que j'aime bien de Lénine, qui est dans l'État et la Révolution, qui est un livre central. Lénine, il dit, il y a deux institutions coercitives et centrales pour le maintien de l'État bourgeois. Il dit la première, c'est l'institution policière, et la deuxième, c'est l'institution carcérale. Il dit, sans ces deux institutions, l'État bourgeois ne tient sur rien du tout. Et la réalité, c'est que moi, je donne cet exemple. J'ai dit, imaginez une seule seconde, s'il n'y a pas de flics, tu peux rentrer à l'Assemblée nationale et tu peux t'asseoir à côté de Balkany et tu lui mets une tarte dans la nuque si t'es pas content et il n'y a personne qui va sortir et qui va te mettre des menottes parce que tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu rentres où tu veux et celui qui est pas content, tu le montes en l'air et il n'y a personne qui va réagir, sinon des gens comme toi. Et c'est là la réalité. C'est-à-dire que c'est pas vrai quand ils disent qu'on est là, à un moment donné, ils disent oui, peu importe le milliardaire, là, si vous voyez le policier là, à un moment un peu mat de peau qui dit nous on est là pour rétablir l'ordre, peu importe qu'il soit milliardaire, prolo, etc. Enfin, je suis désolé, quoi. Déjà, les milliardaires, ils n'ont pas besoin d'aller caillasser des vitrines parce que les vitrines, généralement, elles leur appartiennent. Et en plus de ça, il n'y a pas de nécessité parce que tout ce qu'ils font, mais même quand ils le font, ils sont toujours blanchis et toujours défendus dans les plateaux télé. Quand Polanski, ce pédophile, il viole une gamine de 13 ans, on dit à quel point il est fantastique. Quand Balkany, truande, on dit mais vous vous rendez compte à quel point c'est un maire fantastique. Enfin, c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'ils seront toujours défendus par l'ensemble de leur corporation, et notamment ils savent que le pouvoir bourgeois, il est là pour être protégé par la police. C'est pour ça que tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être arabe, tu peux être ce que tu veux, le moment, et c'est là où nos amis, on va dire, de cette France périurbaine, ces petits indépendants, cette petite aide-soignante qui n'arrive pas à finir les fins de mois, etc., elle a mis un pied dans la lutte de classe. Elle a commencé à dire, moi j'arrête de vivre que de mon salaire et des difficultés et de me restreindre et je vais commencer à sortir. Et le moment où tu commences à sortir, et ça leur coûte. Et ça leur coûte, franchement. Moi je le dis très sincèrement, enfin de réprimer de cette manière-là, ça leur coûte parce qu'ils se mettent à nu. Parce qu'ils te montrent qui ils sont. Ils te montrent qu'en dernière instance, la démocratie et l'humanité, etc., ils en ont que faire. Et l'avantage, c'est qu'on a été tous marqués au fer rouge. La personne qui a perdu son œil, sa main, n'est pas seule à avoir été marquée au fer rouge. On a été toutes et tous marqués au fer rouge. Et je pense que la question des violences policières, elle a été, pour une fois, visibilisée à large échelle avec le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que ce qu'a fait le comité Adama, que ce soit les démonstrations au mois de juin, où il y a eu plus de 150 000 personnes le 13, place de la République, avec des jeunes, des quartiers populaires, mais pas que, aussi des jeunes blancs, parisiens, militants et autres, on a démontré aujourd'hui que la question des violences policières, elle n'est plus contestable. Parce que pendant des années, on contestait ça. Et même nous, ils nous ont forcés à penser que c'était que des bavures, que c'était des brebis galeuses, qu'il fallait regarder les gendarmes à Saint-Tropez. Parce que c'est ça, le bon flic, il est sympa. C'est les flics qui sont devant tous les feux rouges qui font traverser les mamies. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie des flics qui font traverser les mamies, mais c'est toujours... Vous savez, c'est quand tu attaques le patronat, on parle toujours du petit boulanger qui se réveille à 3h du matin. Mais le problème, il n'est pas là. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas un mec qui porte un costume de flic et qui serait pas un mec sympa avec qui tu boufferais une pizza. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de parler de tout un corps, de toute une institution qui, lorsqu'on va leur dire tu fais ça, ils vont le faire. Lorsqu'on va leur dire tu soulèves les piquets de grève de Grand Puy, de la RATP et autres, tu vas le faire, ils vont le faire. Lorsqu'on va te dire tu courses un jeune noir à Beaumont-sur-Oise, ils vont le faire. Lorsqu'on va leur dire tu empêches une manifestation, ils vont le faire. Et c'est ça ce qu'on est en train de dénoncer. C'est-à-dire que l'avantage, et je pense que le point positif de tout ça, c'est que d'une part, je pense que moi, c'était ce que je m'étais dit. Je me suis dit, putain, quand même, les Gilets jaunes, c'était mieux que le Covid. Et je pense même que les petits commerçants, en vérité, quand ils voient ce que le Covid leur a mis dans la gueule, ils se disent, putain, en vérité, les Gilets jaunes, c'était plus sympa. Il y avait des vitrines à changer, mais au moins, on avait des Yankees entre le lundi et le vendredi. Là, il n'y a plus de clients du lundi au dimanche et il n'y a plus rien à faire. Donc, et même maintenant, c'est le gouvernement qui leur fait plus mal avec les coûts financiers et autres. Mais je pense, chers camarades, on est dans une période qui est assez incroyable et à tous les niveaux, bonne comme mauvaise.
Mais je pense que cette crise du Covid-19, en tout cas, moi je dis c'est un accélérateur à particules, c'est un ravivicateur de lutte de classe. Il y a peut-être une atonie dans l'atmosphère, on se dit c'est un peu bizarre, pourquoi les gens ne bougent pas trop, etc. On a eu un peu d'espoir quand on a vu au mois de juin les mobilisations autour de George Floyd, etc. Et puis on sent qu'en même temps, avec les milliers et les milliers de licenciements, les plans sociaux, l'accélération encore de la crise sanitaire qui revient, les lits de réanimation qu'on est en train de nous dire qui sont en train de se saturer, on est en train de se dire qu'au fond, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement dans les quartiers populaires, etc., ne s'est pas fait pour rien et qu'en fait, tout ce fait d'être marqué au fer rouge au fur et à mesure, en fait, nous permet demain de se préparer. Et je pense que c'est ça les leçons qu'on va devoir retenir demain, c'est-à-dire qu'il va falloir une combinaison de tout ça. Moi, je veux que la mobilisation du comité Adama le 13 juin, où il y a 150 000 personnes, elle s'additionne aux 1,5 million de personnes qui étaient là le 5 décembre, aux 300 000 ou 350 000 gilets jaunes qui étaient là le 17 novembre. Et c'est cette combinaison-là qui va nous permettre demain de gagner, avec des hordes de jeunes, avec des personnes qui vont vouloir être déterminées. Mais il va falloir y aller avec une boussole et une stratégie. Le 1er décembre, quand on était avec le comité Adama, parce que c'était la question de Flo tout à l'heure, et on n'a pas répondu, même toi, tu n'as pas répondu, tu as esquivé. Mais le 1er décembre, enfin, quand on était avec le comité Adama, enfin, c'était juste formidable. Et on a voulu faire un coup, c'est-à-dire qu'on voulait aider les Gilets jaunes dans le sens où on voulait renforcer ce qui se passait. Le moment où ils disaient c'était des fachos et des patrons, nous on s'est dit, il n'y a pas plus bel exemple que de ramener des prolétaires visibles, c'est-à-dire les cheminots, et des quartiers populaires, des Noirs et des Arabes qui tenaient une banderole. Et ça a permis, je pense qu'il y avait beaucoup de gens, enfin, c'est tant mieux que l'extrême gauche aujourd'hui a rejoint et a soutenu. Mais je peux vous dire que nous, le 24 novembre, quand on est attends, c'était quoi? Entre le 24 et le 1er, on était à la Bourse de Saint-Denis, si tu te rappelles. La Bourse de Saint-Denis blindée. Mais les gens, ils sont en train de me dire, mais vous êtes fous, quoi. Qu'est-ce que vous allez foutre avec ces fachos? Vous allez manifester comité Adama, machin, etc. Les cheminots, vous allez manifester avec les fachos, les gilets jaunes, il y a que des petits patrons, etc., etc. On a dit oui, on va le faire, parce que tout ça, c'est que des conneries. Il y a des fachos, mais les fachos, on ne va pas leur laisser la place, et on va les chasser de nos rues, on va les chasser des mouvements sociaux. Et je pense qu'on a bien fait, et on a même bien fait de ramener le 1er décembre, on est là pour l'honneur. D'ailleurs, vous n'avez pas chanté, mais est-ce qu'on peut l'entonner ou pas? On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Elle manquait dans le film, mais en fait, on l'a pas entendu. Et on était fiers, le 1er décembre, on chantait cette chanson, et puis de voir que maintenant les Gilets jaunes, ils l'ont pris. Et voilà, on n'était rien, on était des jeunes de Beaumont-sur-Oise, des quartiers populaires, des cheminots. Et si au moins on a pu impacter dans ce sens-là, dans la question de dire, voilà, oubliez pas les gens des quartiers. Et je pense que celui qui l'a rendu le mieux, c'était Maxime Nicole, quand il est venu à Beaumont-sur-Oise. Et il a dit, pardon, excusez-nous parce qu'on savait pas. Et je pense que ça nous suffit. Voilà.